Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 85e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Karine Philiptik, qui est Programme Manager Hiring Success chez Smart Recruiters pour parler du recrutement et notamment de l'expérience candidat. Bonjour Karine. Bonjour, merci de m'avoir invitée, je suis enchantée et bonjour à tout le monde. Merci Karine du coup d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, juste avant de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire, comme tous les webinaires Parlons RH, durera 45 minutes. Il sera composé de 3 grandes parties, 3 temps forts. Donc, dans un premier temps, on verra de quoi on parle quand on parle d'expérience candidat réussie. Enfin, on verra pourquoi c'est un sujet aujourd'hui qui est très important pour les DRH et les entreprises en général, le recrutement. Et enfin, dans un troisième temps, on verra justement quels sont ces 5 fondamentaux pour faire d'une expérience candidat réussie. Chacun de ces 3 grandes parties sera suivi de temps d'échange avec vous, durant lesquels Camille pourra répondre à toutes vos questions. Donc, à ce sujet, je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter puis échanger entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions spécifiques à poser à Karine auxquelles vous voulez qu'on réponde pendant les moments prévus à cet effet, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'outil chat, parce que c'est là qu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y a juste une dernière chose, parce que je sais que la question revient souvent. Le replay du webinaire sera disponible directement à la fin du webinaire. Voilà, je crois que pour les modalités, j'ai fait le tour. Donc, Karine, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter et nous présenter aussi Smart Recruiters. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Alors, je m'appelle Karine Philiptik, je suis Program Manager chez Smart Recruiters et j'ai rejoint Smart il y a presque 2 ans maintenant. Et j'avais rejoint Smart Recruiters comme consultante de Hiring Success. Alors, ça veut dire je fais partie de l'équipe stratégique dans Smart Recruiters. Alors oui, on a le ATS. Alors, Smart Recruiters, c'est une plateforme de recrutement dernière génération, ergonomique, flexible et connectée. Mais par contre, on a une base très, très forte dans la stratégie. Et en fait, moi, j'ai été embauchée pour faciliter à nos clients de avoir un petit peu de changement dans leur processus et de avoir plus d'adaptation de nos clients sur cette plateforme. Alors ça, c'est mon job à la base. Et depuis 10 ans, je suis dans l'acquisition de talents. J'ai travaillé en Inde, aux US, surtout dans le recrutement volumique, qui est très intéressant, je trouvais, surtout en Inde. Et après, j'ai travaillé à Paris pour du recrutement plus spécialisé dans les logiciels IT. Et dans mon rôle précédent, j'ai implémenté la plateforme Smart Recruiters chez mon employeur et j'ai en fait géré et managé une équipe de recrutement. Alors, vous voyez vraiment, toute mon expérience se trouve dans l'acquisition des talents. Et surtout ce sujet, aujourd'hui, l'expérience des candidats, je trouve que c'est passionnant et très intéressant pour, pas que pour moi, mais pour tous les DRH et les équipes de recrutement. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec le fait de t'avoir aujourd'hui, c'est que tu as eu précédemment aussi cette expérience de terrain, de recruteuse directement. Ouais. Donc, voilà, c'est un plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de recrutement, d'expérience candidat, j'ai quelques petites questions pour toi sur Smart Recruiters. La première, elle permet surtout aux personnes qui nous regardent de pouvoir un petit peu s'identifier, se placer. Je vois sur la slide que vous avez 4000 clients. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quelle typologie de clients c'est, la taille d'entreprise, les secteurs, etc. Absolument. En fait, Smart Recruiter, c'est une plateforme qui est très configurable. Alors, nous avons des clients pas que en France. Ça serait bien d'avoir 4000 clients en France, mais en fait, on a des clients très, très internationaux. Alors, en Europe, aussi en Australie, surtout aux US.
Mais en fait, ce sont dans des secteurs, par exemple, comme la banque, finance, le conseil, aussi hospitalier. Et en fait, je dirais, pour la taille de nos clients, c'est très, très différent. Parce que nous avons des startups qui utilisent Smart Recruiters, mais ce que je trouve, c'est super bien avec cette plateforme, c'est qu'on peut grandir avec la plateforme. Ça veut dire, nous sommes aussi prêts pour les entreprises à grande échelle. Et si vous avez un startup et vous voulez vous agrandir, en fait, la plateforme, elle mature et elle est configurable pour tous les besoins. Alors, c'est vraiment presque dans tous les secteurs et pour toutes les tailles d'entreprises. Ok, très ouvert. Très ouvert. Super, merci Karine. Du coup, pour parler peut-être un petit peu du futur, quel est un peu votre roadmap pour les mois, les années à venir chez Smart Recruiters? Ouais. Alors, cette question, je l'adore parce que je travaille dans l'équipe aussi qui est là pour agrandir l'offre qu'on a chez Smart Recruiters. Alors, chez Smart Recruiters, on établit un précédent en ce moment dans le paysage de l'acquisition du talent. Nous avons un marketplace avec plus que 600 partenaires technologiques, mais en fait, pour agrandir ce écosystème, on va aussi rajouter des partenaires de services, alors de conseil. Et je trouve que c'est passionnant parce que ça permet à nos clients et à nos prospects comme dans un App Store, de regarder en fait qu'est-ce qu'il y a sur le marché comme partenaire technologique, mais aussi qu'est-ce qu'il y a comme partenaire de service. Et en fait, ça nous permet de vraiment vivre dans notre philosophie de hiring without boundaries, alors recruter sans limite. On va être ouvert pour les prospects, pour nos clients, de vraiment effectivement optimiser le processus de recrutement, mais aussi optimiser leur technologie. Ok, très clair. Merci beaucoup, Karine. Dernière question avant d'entamer la première partie du webinaire. Aujourd'hui, on est là pour parler de recrutement, d'expérience candidat. Vous, chez Smart Recruiters, comment est-ce que vous accompagnez vos clients justement dans cette démarche-là? Oui. Alors, nous avons une démarche très stratégique et cette stratégie, elle est dans mon titre, Hiring Success. C'est notre méthodologie et on travaille vraiment avec cette méthodologie. Alors, en gros, la base de cette méthodologie, Hiring Success, c'est de dire la technologie seule, ça vaut rien. On a vraiment besoin de trouver un équilibre entre la technologie, les collaborateurs et les processus. Parce que sans ces trois éléments dans cette base, on ne va pas arriver à changer notre fonction de recrutement, optimiser l'expérience de candidat ou optimiser aussi le retour sur nos candidatures. Et c'est aussi dans notre accompagnement avec les clients qu'on dit, à chaque fois qu'on regarde la technologie, on configure la plateforme, mais en même temps, on regarde aussi les processus et les collaborateurs qui, en fait, sont entraînés avec cette plateforme. Merci Karine pour cette belle introduction. Je vous propose tout de suite de passer à la première partie du webinaire. Donc, aujourd'hui, Karine, tu es là pour parler du recrutement et nous présenter surtout les 5 fondamentaux d'une expérience candidat réussie. Avant de passer à cette partie-là, est-ce qu'on pourrait faire un point sur ce qu'est l'expérience candidat et puis quelles sont les différentes étapes de ce processus? Absolument. Alors, en fait, aujourd'hui, on va parler, on commence à la recherche de l'emploi, on va parler de la candidature, l'entretien, jusqu'à l'expérience employée. Mais pour moi, c'est très important qu'on comprenne que l'expérience candidat ne commence pas que à la recherche de l'emploi. Parce que ça commence plus tôt. Ça commence si on voit la publicité sur des panneaux, sur une entreprise. Ça commence si, par exemple, maintenant, tu vas dans un magasin et tu achètes un produit et le produit, il est super, tu es convaincu. Mais par contre, si le produit il n'est pas bien et tu as une mauvaise expérience parce que tu veux faire un retour sur ce produit, et peut-être un an plus tard, tu veux postuler pour un job et tu as envie d'aller là-bas. Exactement.
Et je pense qu'on va penser vraiment à ce fait que les candidats sont des consommateurs et leur expérience commence plus tôt que la recherche de l'emploi. Ça commence subconsciemment aussi si on va dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, on revoit les pubs, on revoit tout. Et je pense que c'est important de garder ça en tête quand on parle de l'expérience de candidat. Je sais que notre temps il est limité pendant le webinaire, alors c'est pourquoi on a encadré cette expérience. On commence à la recherche et on finit avec l'expérience employée, comme par exemple la cooptation. Très bien. Alors, quand on parle d'expérience candidat, évidemment, on parle des candidats, mais pas seulement. Pas seulement, oui. Exactement. Et c'est un aspect qui est souvent oublié parce que pour nous, l'expérience candidat, ça ne s'arrête pas, comme tu dis, avec les candidats retenus. Ça serait super, hein, on a juste les candidats retenus à gérer. Mais c'est aussi les candidats non retenus qui font en fait, la plus grande partie de l'expérience candidat parce que vous allez embaucher moins de candidats que rejeter des candidats. Alors, c'est très important de les garder en tête et aussi les employés. Parce que dès qu'on embauche une personne, cette personne aussi pourrait être un candidat. Eux aussi, ils ont une expérience de candidat, par exemple, pendant la mobilité interne. Alors, c'est important de garder ces les trois types de candidats en tête et ne pas juste mettre la priorité sur les candidats retenus parce que normalement, eux, ils ont signé une offre. Alors déjà, ils sont très contents. Et les candidats non retenus sont surtout les candidats qui vont vous faire un feedback sur l'expérience. Merci Karine. J'aimerais bien qu'on revienne quelques secondes sur les candidats non retenus, mais avant, je fais une petite parenthèse pour rappeler que juste après ma question, on prendra certaines de vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions prévue à cet effet, à côté de l'onglet chat. Pour revenir aux candidats non retenus, c'est vrai que en plus aujourd'hui on est dans un contexte où tout va très vite, où il y a quand même des problèmes de recrutement et les entreprises elles pensent pas toujours à bien traiter entre guillemets ou à prendre soin des candidats qu'elles ne retiennent pas, alors que j'ai l'impression que c'est quand même très important. Absolument, c'est très important et j'ai ramené un chiffre qui, moi, je trouvais était très intéressant. Et en fait, vous allez voir, tous les chiffres sont dans notre e-book. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais en fait, les candidats qui ont vécu une expérience candidat négatif, ils sont 185% moins disposés à recommander votre entreprise. Alors, c'est quand même un chiffre énorme qui est très intéressant, qui est très important. Et c'est pour ça que, en fait, quand on parle à nos clients, on leur dit à chaque fois, mais pour votre expérience de candidat, vous faites quoi pour les candidats non retenus? Est-ce que vous leur faites un retour ou est-ce que vous faites le ghosting avec eux? Merci Karine pour cette première partie. Alors, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, c'est le moment ou jamais. Sinon, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie qui sera pourquoi est-ce important. Donc, voilà, dans cette partie, on va vraiment voir pourquoi c'est important pour les DRH de mettre en place une expérience de candidat. Et du coup, je te laisse la parole pour nous présenter tout ça. Merci. Bon, alors je vous ai ramené beaucoup de chiffres, mais un des chiffres aussi qui est très intéressant, c'est que en fait, 64% des professionnels du recrutement, ils prévoient que en fait le recrutement va être plus favorable aux candidats. Et je pense que l'on remarque ça déjà dans le marché qui est très concurrentiel. On a toujours besoin des nouveaux talents. Et maintenant, c'est une priorité, c'est vraiment d'avoir des candidats qui sont contents avec toute l'expérience pour qu'ils signent en fait une offre à la fin. Et aussi, c'est un petit peu l'aspect de langage. Parce que là, on parle de l'expérience de candidat. Mais il y a encore quelques années, on parlait du processus du candidat.
Alors, et je trouve c'est très joli de voir ça, que ça change dans la langue comme on parle des candidats. Parce que c'est vrai, un processus de candidat, des candidats, c'est pas un petit paquet qu'on fait passer des étapes à des étapes, mais c'est vraiment une expérience pour eux, pour qu'ils soient contents, même s'ils sont pas retenus ou si on les embauche, qu'on continue cette expérience positive avec les candidats. J'en profite juste, tu l'as déjà dit il y a quelques temps, mais pour préciser que tous les chiffres que tu présentes sur cette slide et que tu présentes à l'oral aussi pendant le webinaire sont issus d'un e-book que vous avez produit chez Smart Recruiters et dont tu parleras un petit peu à la fin. Oui, exactement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, tu l'as dit, on parle d'expérience candidat. Puis il y a aussi un peu cette remise en perspective de se dire que les candidats, c'est pas seulement une main-d'œuvre pour l'entreprise, c'est beaucoup plus de choses qu'on va voir aujourd'hui. C'est des êtres humains, par exemple. Exactement. Et en fait, le chiffre qu'on vient de montrer, les 64%, c'est un des chiffres qui est important. Mais moi, je trouve à la base, c'est vraiment que les candidats sont des êtres humains avant tout. Ils ont beaucoup d'espoir de avoir un rôle. Peut-être c'est leur coup de cœur comme entreprise. Alors, on doit les quand même vraiment traiter d'une manière très, je dirais, de leur donner beaucoup de respect aussi pendant toute l'expérience, pendant les entretiens, et de ne pas penser que c'est bon. Si c'est un candidat non retenu, que bon, le prochain candidat il va venir, alors on recommence. Et c'est vraiment sur ce point-là que ce sont des êtres humains avant tout. Juste me permettre de rebondir sur cette partie de humain, parce que vous, chez Smart Recruiters, vous avez des clients un petit peu partout dans le monde, en Europe en tout cas. Est-ce que c'est ce côté très humain, l'aspect humain, c'est quelque chose qui est propre à la France ou on peut aussi le retrouver dans d'autres pays? Alors, ça se retrouve dans d'autres pays, mais ce qui est intéressant dans une étude de notre partenaire Chronify, on a découvert que surtout en France, le contact humain, c'était pour 54% des candidats la chose la plus importante dans l'expérience du candidat. Alors en France, c'était à 54%, c'était le pourcentage le plus haut qu'on a vu en Europe et aux US. Et en fait, en Angleterre, l'expérience humaine, c'était autour de 30%. Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup de différences et je pense que c'est vraiment intéressant de voir qu'en France, c'est un des éléments les plus importants. Merci Karine. Alors du coup, on a vu que les candidats, c'était aussi des êtres humains avant tout. Ils sont aussi consommateurs. Ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu prenais l'exemple de moi, si j'achetais un produit et qu'il ne me convenait pas, j'aurais pas envie d'aller... Est-ce que tu veux développer un petit peu sur ce point? Alors oui, sur ce point que en fait, ce sont des consommateurs. Et qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on va sur Amazon? On veut trouver le produit qui nous correspond. On veut bien savoir de quoi il s'agit. Et comme tu viens de dire, si le produit ne me convient pas, je vais laisser un feedback. Et on voit ça de plus en plus avec les candidats. Et si tu es content avec le produit, tu es content avec l'expérience candidat. Par contre, si tu n'es pas content, tu vas faire quoi? Tu vas sur Glassdoor, tu laisses un petit commentaire pour dire moi j'avais pas une expérience qui était super, et c'est pour ça que encore une fois les candidats non retenus, ça va être les candidats qui sont vraiment sur ces sites pour laisser le petit commentaire sur l'entreprise. Les candidats, c'est aussi des candidats que dépend le succès des entreprises. Oui, exactement. Et en fait, on doit toujours se dire les entreprises n'ont aucun succès sans les candidats. Parce que les candidats, c'est la main-d'œuvre qu'on a dans l'entreprise. On veut vraiment avoir les talents. Et c'est pour ça que c'est très important de bien agir et réagir très vite, très rapide. Ce sont des consommateurs. Ils ont des exigences très, très hautes. C'est super, c'est bien. Par contre, ils veulent aussi qu'on travaille vite. Alors, j'ai un autre chiffre que je trouvais intéressant, c'est que 14% des candidats dans les domaines de l'informatique, ils se désengageraient
si la planification des entretiens dure plus longtemps que 2 jours. Alors vraiment, on a 2 jours à réagir pour ramener ses talents chez soi. Ah, c'est quand même très intéressant. Oui. Et sur la marge d'amélioration, en fait, on voit que si les candidats, ils postulent et on leur demande un retour sur l'expérience, en fait, ils disent oui, on voit qu'il y a des éléments d'optimisation. Alors, les candidats le voient. Alors, nous, comme entreprise, nous, on devrait aussi le voir et on devrait réagir. Merci Karine pour ces explications. Ah, juste avant de passer au dernier point d'importance de cette slide, j'en profite pour rappeler, pour vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions dans la boîte à questions, puisque on a prévu des moments d'échange à cet effet pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions et on sera ravis d'y répondre avec vous et pour vous. Juste avant, du coup, le 4e point qui est présent sur la slide, c'est la marge d'amélioration, du coup, de l'expérience candidat. Exactement. En fait, sur ce slide, on voit qu'il y a 2 tiers de candidats qui considèrent qu'il est possible d'améliorer l'expérience du candidat. Mm-hmm. Et moi, je trouve que c'est choquant que les candidats le voient et ils peuvent même dire et faire le retour aux entreprises quoi améliorer. Et souvent, on a tendance de demander que aux candidats qui sont retenus, vous avez quoi comme expérience, on peut optimiser quel élément. Mais en fait, c'est surtout les candidats non retenus qu'on devrait demander. Mm-hmm. Et on ne peut pas leur demander s'ils n'ont pas eu une bonne expérience ou si on fait le ghosting et plus jamais on leur répond. Merci Camille pour ces explications. Alors, il me semble que nous n'avons pas de questions pour le moment. Donc, c'est pas grave. Je propose de passer tout de suite à la... Ah, c'est une question à nous. Alors, la question est, quelle différence ou similitude entre expérience candidat et expérience collaborateur? Alors, expérience collaborateur, pour moi, c'est vraiment l'expérience de l'équipe de recrutement. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de différence. Si l'expérience collaborateur, et on va revenir sur ce point un petit peu plus tard aussi, sur les 5 fondamentaux d'une bonne expérience, si l'expérience collaborateur est pas positive, alors si vraiment toutes les tâches qu'on doit faire dans l'équipe de recrutement soit manuelles, soit durent longtemps, en fait, ça influence directement aussi l'expérience candidat. Alors moi, je suis très très passionnée de parler d'expérience collaborateur parce que j'ai bossé avec beaucoup de ATS où je me disais, franchement, j'ai aucun temps d'avoir ce contact humain parce que je dois faire tout manuel, je dois faire un copier-coller d'un CV, je dois rediriger ça, je dois écrire l'offre à la main et tout. Alors, quand est-ce que j'ai le temps de parler à mes candidats, de vraiment avoir ce contact humain? Alors pour moi, en fait, c'est la même chose. C'est expérience collaborateur doit être aussi forte que expérience candidat. Et j'avais pas élaboré sur ça, mais en fait, notre stratégie Hiring Success, où on dit on doit toujours trouver un équilibre entre technologie, collaborateur et processus. En fait, on dit aussi tout ce qu'on fait doit avoir un impact positif sur l'équipe de recrutement, sur les managers recrutants et sur les candidats. Ok, super. Merci beaucoup, Karine. Merci pour votre question. Alors, on a aussi 2 autres questions. Une qui porte sur comment avoir un retour qualitatif des candidats non retenus et l'autre, c'est comment connaître le feedback des candidats sur leur expérience. Mais alors, peut-être que ça, c'est des choses qu'on va voir dans la 3e partie. Oui. Donc, on peut passer directement à la 3e partie et si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on pourra les prendre à la fin. Absolument, bonne question. Alors, du coup, c'est le titre du webinaire, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Connaître un petit peu les 5 fondamentaux pour réussir son expérience candidat. Du coup, donc Karine, il me semble que le premier point, le premier
levier fondamental, c'est l'accessibilité, l'ergonomie. Exactement. Et en fait, on a remarqué sur cette slide aussi les attentes des candidats. Alors, ils s'attendent une simplicité, s'attendent aussi accès sur mobile et un processus de recrutement en ligne de bout en bout. En fait, et je vais commencer par un chiffre, en fait, il y a 72% des candidats qui, si le processus n'est pas fluide, ça a un impact sur leur décision s'ils vont prendre le poste ou pas. Alors là, on va vraiment faire attention parce que pour moi, la simplicité, ça ne veut pas dire que tout le monde peut postuler à chaque moment, mais ça veut dire d'avoir un processus très, très clair. Alors, je ne sais pas si peut-être tu connais ça, mais moi, je connais ça très, très bien quand j'ai postulé. Parfois, il y a des ATS où, en fait, je télécharge mon CV. Après, je dois créer un mot de passe, je dois créer un compte. Et pour moi, c'est pas simple. C'est un compte en plus. Après, bon, si je postule, par exemple, moi, j'avais une mauvaise journée au travail. Je suis dans le métro pour aller à la maison. Je regarde sur mon portable quel job est ouvert. Et en fait, on a vu que beaucoup de personnes regardent sur leur portable pour des nouveaux jobs. Alors, si votre site de carrière n'est pas adapté à le smartphone, ben là, déjà, on voit l'expérience de candidat, c'est pas trop positif. Après aussi, c'est très important que postuler est simple. Alors, si j'ai pas besoin de CV pour postuler, ça veut dire c'est peut-être un job où on a besoin d'un conducteur le week-end. Pourquoi est-ce qu'on demande un CV? Et ça, c'est important pour moi, pour les clients aussi, de se demander est-ce qu'on a besoin d'un CV ou est-ce qu'on va juste mettre des questions éliminatoires au début du job. Et en fait, ça serait ma recommandation, vraiment, un petit peu ma solution aussi. Est-ce que c'est important d'avoir le CV ou pas pour vous, pour votre poste? Est-ce que peut-être sur cette partie accessibilité, pour rendre ce que tu dis un petit peu plus concret, tu aurais un cas client, un exemple à nous partager? Oui, on a eu un client, il s'appelle LISC, c'est un distributeur international d'ameublement. Et eux, ils avaient un ATS très ancien où vraiment on devait créer un compte, on devait créer un mot de passe. Et ils ont restructuré leur processus, ils ont intégré leur ATS Smart Recruiters avec un autre système RH. Et en fait, ils ont réussi d'améliorer leur temps de traitement de candidature. Et c'est impressionnant parce qu'ils ont réduit ce délai ou ce traitement de candidature de 20 jours à 3 ou 4 jours de traitement. Alors 20 jours à 3 ou 4 jours, c'est impressionnant. Et ils ont fait ça par vraiment une restructuration de leur processus, de simplifier comment est-ce qu'ils choisissent aussi les CV. Mais aussi, ils ont donné accès sur mobile à leurs collaborateurs. Alors là, on revient un petit peu sur le point collaborateur, parce que leurs recruteurs, en fait, sont les gérants des magasins. Et au lieu de les forcer de retourner à leur ordinateur, ils peuvent donner le feedback sur un candidat sur mobile. Super. Merci. Donc, alors ça, c'était le premier levier de l'expérience candidat. Le deuxième, c'est la transparence et la communication dans la démarche. Exactement. Et là, on a vraiment la transparence sur les étapes. Alors, je pense que c'est assez facile à comprendre et c'est facile à donner la solution parce que c'est vraiment de marquer en fait les étapes que vous avez dans votre expérience de candidat sur votre site. C'est facile de dire, en fait, ça nous prend 2 jours, 3 jours à vous répondre et ça nous prend 2 jours ou 3 jours à vous envoyer l'offre. Là, déjà, c'est plus transparent pour les candidats. Après, visibilité sur les autres opportunités. Et là, je reviens sur le point que l'expérience candidat, ça concerne aussi les employés. Alors, visibilité sur les autres opportunités, pour moi, ça veut dire qu'on a un site employé pour les postes qui sont en interne. Et en fait, la mobilité interne, c'est très important. Mais en fait,
il n'y a que 25% des entreprises qui vraiment sont convaincues de leur stratégie de mobilité interne. On sait peu. Et en même temps, on sait très bien que si les employés en interne, ils avaient une bonne expérience avec de la mobilité interne, ils restent 60% plus longtemps dans notre entreprise. Alors, c'est fort, hein, 60% plus longtemps. Et moi, je trouve toujours que les employés, alors les candidats en interne, sont les candidats les plus valables qu'on a, parce qu'ils connaissent déjà l'entreprise, on les connaît, alors c'est important de les garder. Est-ce que pour cette partie-là, tu as justement des bonnes pratiques peut-être à partager aux personnes qui nous regardent et qui pourraient se trouver dans des situations similaires? En fait, pour vraiment bonne pratique, transparence, mettez votre expérience de candidat sur votre site, sur la visibilité, vraiment implémenter un site de carrière employé en interne. Et pour le troisième point, connaître le salaire en amont du processus. Ça, c'est un projet de change. Alors, je recommande à personne de juste mettre les salaires sur le site, de dire, ouais, on paie ce salaire, parce que peut-être vous avez des personnes en interne qui ont un salaire pas exactement inférieur. C'est pour ça que pour moi, c'est un projet de change. Alors déjà, on va commencer de regarder dans notre entreprise en interne, est-ce que le salaire, il correspond au salaire qu'on mettrait sur le marché et comment commencer cette discussion avec nos employés en interne avant de mettre le salaire sur un site et avoir des conséquences un petit peu négatives. Et enfin, pareil sur ce point-là, est-ce que tu as un exemple de client que vous avez accompagné On a notre client CityFiber, c'est une entreprise de télécommunications. Et eux, ils ont mis le site de carrière employé de Smart Recruiters pour leurs employés, pour qu'ils puissent postuler sur ce site interne. Et je trouvais que c'était intéressant au niveau du chiffre parce que maintenant, leur base de candidats, en fait, ils recrutent 21% de leurs candidats vient de interne et 19% vient de la cooptation. Alors, eux, ils ont vraiment travaillé sur la mobilité interne, sur la cooptation. Ils ont eu des retours vraiment importants sur les chiffres. Merci beaucoup, Karine. Avant de passer à la slide suivante et du coup de voir les 3 derniers fondamentaux de l'expérience candidat, je vois dans la boîte à questions qu'on a déjà quelques questions sur les 2 points qu'on vient d'évoquer, sur l'accessibilité et sur la transparence. Donc, je te propose de les prendre maintenant pour ça fait un petit peu plus sens. Ouais, avec plaisir. Tout à la fin. Alors, on a une première question de Géraldine par rapport à ton premier point sur l'accessibilité et l'ergonomie, puisque tu as utilisé un exemple tout à l'heure, tu as dit que pour certains métiers, le CV n'était pas forcément nécessaire. Du coup, Géraldine te demande comment étudier une candidature si le candidat ne nous transmet pas de CV. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de... Oui. Alors moi, je suis très passionnée par le hiring for skills. Ça veut dire le recrutement pour le savoir-faire, du savoir-faire. Ça veut dire si moi je recrute parce que le candidat était dans une grande école, ils ont un certificat ou dans leur poste précédent, ils étaient project manager. Comment est-ce que je sais qu'ils étaient vraiment project manager? Et en fait, ça vaut rien de mettre un titre sur un CV parce qu'un project manager dans entreprise A, ça veut dire quelque chose d'autre que dans une entreprise B. Alors moi, je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur poste. Et là, je pense que c'est important sur quelques postes d'avoir des technologies d'évaluation. Alors vraiment, par exemple pour les logiciels, de leur donner un exercice de programming, de développement, pour vraiment bien savoir c'est quoi leur savoir-faire. Parce que bon, ça me sert à rien s'ils étaient dans une université. Bon, c'est cool, mais en fait, est-ce qu'ils savent vraiment faire dont j'ai besoin? Pour des postes qui sont plutôt peut-être dans la production, pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir où ils étaient avant? Parce que s'ils apprennent tout sur le job,
je veux juste savoir quand est-ce qu'ils peuvent travailler. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler? Est-ce qu'ils ont besoin de parler anglais, français? Et la meilleure façon de revoir ça, c'est vraiment de leur demander ou de le revoir sur leur savoir-faire. Oui, en soi, faire plus de tests, oui. Favoriser le test, les mises en pratique, les mises en situation. Exactement. Merci beaucoup Karine pour ta réponse. Merci Géraldine également pour votre question. On a une autre question de Camille sur la partie transparence, il me semble. Est-il mieux que la durée du process de recrutement soit indiquée sur les offres ou plutôt sur le site carrière? Ça dépend si vous avez beaucoup de différences entre la durée du processus. Parce que c'est clair, si par exemple j'ai un poste qui est assez facile à remplir et il y a beaucoup de monde qui a les qualifications pour ce poste, peut-être la durée va être vraiment inférieure que pour un poste où je dirais qui est très complexe à estimer si le candidat il a le savoir-faire. Alors si en fait en gros on a une bonne moyenne qui ressemble à toutes les offres, oui, c'est bien de le mettre sur le site carrière. Par contre, si vous avez vraiment des différences en durée, c'est quand même mieux de le mettre sur le poste, sur l'offre. Merci Karine. Merci Camille pour votre question. Je peux prendre une toute dernière question avant de passer à la dernière slide, qui est une question de Sam Martial qui demande comment connaître... Enfin, non, pardon. J'invente des mots ce matin. Connaître le salaire en amont du processus. Donc, généralement, les salaires diffèrent, je pense bien, d'une entreprise à une autre relativement aux formes juridiques. Comment s'y prendre? Alors, déjà, c'est important de regarder dans sa propre entreprise. Alors, on a quoi comme niveau de salaire? Normalement, si moi, je suis embauchée comme consultante, j'estime que ma collègue, ils ont à peu près le même salaire. Alors déjà, c'est important de regarder en interne parce que, ouais, c'est vrai, toutes les entreprises, ils ont leur propre budget pour les postes et de regarder en interne, qu'est-ce qu'on a comme salaire et est-ce qu'on peut adapter ce salaire au salaire qui est payé sur le marché. Et là, on a plein de sites de sites où on peut revoir le salaire. Alors sur LinkedIn, recruteur, on peut revoir les salaires d'autres entreprises ou sur Glassdoor. Alors il y a quand même des sites pour comparer le salaire et c'est quoi le salaire du marché. Mais c'est vrai que c'est très différent par entreprise, par exemple à Paris, ça peut être différent que je sais pas à Bordeaux ou en Allemagne. Alors c'est vrai qu'il y a une différence. Mais pour moi, la première chose qu'on va faire, c'est regarder en interne qu'est-ce qu'on peut payer et est-ce que c'est payé, tout le monde est payé de la même façon, sur le même poste. Merci Karine. Et merci à tous pour vos questions. Je vous propose tout de suite de voir le troisième levier fondamental de l'expérience candidat réussie, qui est l'autonomie et l'efficacité de l'équipe de recrutement. Oui. Et là, je pense on revoit très bien que c'est important de donner une bonne expérience aux candidats par les collaborateurs qui travaillent avec les outils. Alors, en fait, les candidats, ils veulent déposer leur candidature rapidement. On a vu ça avant. Aussi, ils veulent avoir le choix du créneau. Et moi, je suis très, très grande fan de l'auto-planification parce que c'est une des solutions la plus faciles à implémenter. Alors, vous avez besoin d'un ATS où vous pouvez intégrer cette auto-planification parce qu'il n'y a rien de pire d'envoyer un email au candidat et demander un créneau d'horaire. Le candidat, il revient avec un créneau. Oui. Ah non, ça ne me va pas. On perd du temps. Et en fait, 40% des candidats, ils attendraient que dès qu'ils postulent, entre 2 et 6 jours, qu'ils ont le rendez-vous d'entretien. Alors là, on va vite réagir et surtout, sur l'autoplanification, ils ont l'impression qu'on va très, très vite dans leur expérience et aussi, ils peuvent remettre le rendez-vous, ils peuvent le mettre à un créneau qui leur convient sans avoir ce aller-retour en email. Et aussi, on dit souvent que les candidats, ils préfèrent avoir un système automatisé. Et c'est vrai
que 62% de candidats, ils préfèrent vraiment d'avoir cette automatisation de expérience, de processus. Mais en fait, on voit très bien que les entreprises sont pas encore prêtes. Alors, on correspond toujours par email ou par téléphone, mais pourquoi pas par un chatbot ou par exemple par WhatsApp. On voit ça de plus en plus qu'on donne vraiment la possibilité aux collaborateurs, alors aux recruteurs, de s'adapter aux candidats. Parce que peut-être, je sais pas comme c'est pour toi, mais si quelqu'un m'appelle sur mon téléphone et je vois le numéro, mais je vois pas qui c'est, bah, je vais pas répondre. Et c'est vraiment ça, c'est donner le choix aux recruteurs de s'adapter aux candidats, tel que ça soit. Et là, on voit beaucoup de différences entre les candidats. Merci. Et est-ce que tu as d'autres exemples, d'autres recommandations, des bonnes pratiques sur cette partie-là? Surtout sur une équipe d'entretien préparée. Alors, pour moi, la chose la plus importante que j'ai toujours dit à mon équipe de recrutement, c'est je veux avoir des entretiens structurés. Alors, je veux pas qu'on rentre dans un entretien, on ne sait pas quoi demander. Et souvent, j'ai essayé d'envoyer les questions même aux candidats auparavant de l'entretien. Ce sont pas beaucoup de questions, mais en fait, je leur ai dit, les 10 premières minutes, ça va être peut-être un petit peu des questions plus personnelles. Qui êtes-vous comme personne? Ce que vous aimez bien faire? Prochaine 10 à 20 minutes, ça va être des questions. Comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Et peut-être les 30 dernières minutes, ça va être vraiment le savoir-faire et peut-être un petit assessment, une petite évaluation. Comme ça, les candidats ils peuvent être préparés, mais ça nous force aussi, comme recruteurs, de se préparer pour l'entretien. Et c'est facile à faire, on n'a pas besoin de budget, c'est vraiment juste, on doit juste s'asseoir et en discuter comment est-ce qu'on veut structurer les entretiens. Merci Karine. Et en soi, une équipe d'entretien, de recrutement qui est bien préparée, ça engendre aussi des retours plus rapides aux candidats. Absolument, absolument. Et vraiment, c'est le respect envers des candidats qu'on a dit. Le candidat, c'est un être humain. Exactement. Merci Karine. Alors le quatrième point fondamental, c'est le potentiel candidat, donc l'importance du feedback, des retours, etc. Oui, et sur ce sujet, j'aurais bien aimé raconter d'un cas qu'on a avec un client. Ouais. Surtout sur les feedbacks, sur un réel feedback. Et c'est notre client Mazar, c'est un cabinet d'audit. Et eux, ils font un retour réel à tous les candidats. Et je trouve c'est impressionnant. Alors oui, ils sont très conscients que ça prend beaucoup de temps, mais ils disent en même temps que c'est pas un temps qu'on peut épargner. Et c'est vraiment un retour réel où ils disent, en fait, ce candidat a été rejeté à cause de ceci, cela. Et je trouve que c'est très important quand moi j'ai recruté dans mon poste précédent. À chaque fois qu'on avait un candidat en entretien, si on le rejetait après, on les appelait. On leur donnait vraiment 2-3 petits conseils pour le prochain entretien. Alors là, attention, je donne pas de conseils hors normes. Là, on doit quand même faire attention pour ne pas, par exemple, aux US, pour ne pas se prendre une plainte. Alors là, on doit vraiment faire attention. Mais après, on peut quand même donner des conseils de feedback qui peut en fait créer ce lien avec les candidats rejetés. Et peut-être aussi les inviter de rejoindre un fichier de talent, un fichier où on peut rester connecté avec ces candidats. Merci Karine. Alors on n'a plus énormément de temps, donc je te propose de passer au 5e point. On fait ça. Donc qui est l'onboarding. Donc à partir du moment où le candidat a fini, réussi le process de recrutement et qu'il est embauché. Oui. Et ça s'arrête pas là. Hein. Le onboarding, c'est pas signer un contrat. Le onboarding, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait le bienvenu aux candidats qui rentrent dans l'entreprise. Est-ce qu'on a l'ordinateur? Est-ce qu'on a tous les mots de passe? Est-ce que le candidat il est vraiment bien mis dans notre système RH? Et je trouve que c'est très très important que ça soit simple parce que on a des collaborateurs, on a des candidats
qui ont eu une bonne expérience jusqu'à maintenant, on espère. Mais aussi, l'expérience doit rester positive pour eux pour rentrer dans l'entreprise. Et par contre, on a 42% des entreprises qui disent qu'ils n'ont pas de onboarding dédié. Et je trouve que c'est dommage parce que 42%, c'est beaucoup. Hein. Et en fait, on se dit, on a fait tout ce travail, on a fait une bonne expérience de candidat, on a fait un retour. Et là, on laisse tomber. Et c'est, je sais pas. Et pour moi, c'est dommage parce qu'on n'a pas encore atteint notre but de vraiment inviter ces candidats à devenir des employés. Parce que jusqu'au moment où le candidat, il est passé comme employé, bah, ils peuvent passer quand même beaucoup de choses. Hein. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent, oui, le candidat, il est signé le contrat, mais le premier jour, il n'est pas là. Ouais. Il ne vient pas. Le petit no-show de la première journée. Merci Karine. Alors, il est 45, on va devoir conclure rapidement. Avant ça, j'ai 2 dernières questions pour toi. Les questions qu'on pose toujours à la fin des webinaires par mon RH, qui sont le coup de com' et le coup de cœur. Donc, je te laisse nous présenter ton coup de com' si tu veux bien. Alors, mon coup de com', on va le mettre dans le chat. C'est notre dernier e-book sur l'expérience des candidats avec vraiment une petite checklist, quoi faire dans quelle étape pour quel type de candidat pour améliorer notre expérience candidat. Alors, c'est un grand e-book avec beaucoup de conseils. Alors, regardez-le, prenez 1 ou 2 solutions pour optimiser et utiliser-les. Et pour rappel, je rappelle, tous les chiffres que tu as présentés pendant le webinaire à l'oral sont issus de cette Exactement. e-book. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à le télécharger. Et enfin, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est parce que j'habite pas à Paris, mais il y a une show de comédie tous les vendredis à Paris. C'est American Comedy Show. Et il y a plein de comédiens. Ça s'appelle Coucou Comedy. Et j'adore y aller parce que c'est vraiment une heure de s'éclater de rire. Et c'est vraiment mon coup de cœur à chaque fois que je suis à Paris. Et tu m'as dit tout à l'heure, quand on en a parlé, que c'était sur les grands boulevards, c'est ça? Oui, c'est Grand Boulevard et ça s'appelle Coucou Comedy. Ok. Et du coup, comme c'est le vendredi, ça permet aussi de bien se détendre. Oui, absolument. Après une longue journée, une longue semaine même. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été présente avec nous. Merci à vous tous pour votre présence aussi et votre participation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire avec Adémission qui sera le 7 décembre à 11h. Et on parlera des profils seniors et de portage salarial. Quels avantages pour les RH. Merci encore, Karine. Merci, Manon. De te recevoir. Merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée.